pendant la saison de l'été, des chaleurs. Je ne suis pas veto, donc je ne m'aventurerai pas à faire des diagnostics ou autre. Je suis juste là pour voilà, rappeler les points de vigilance. Et je bouclerai avec l'intervention d'Anna sur un tout petit peu de medical training en lien du coup avec ces dangers d'été pour que vous soyez en mesure de préparer votre chien aux différentes manipulations qui vont être nécessaires en cas de souci. Donc, les 7 PDT, si vous voyez tous, c'est bon. La première, bien évidemment, ça va être la chaleur. La chaleur, donc, un chien aux alentours de 20 degrés, il n'y a pas de souci. Dès qu'on va commencer à monter un peu, forcément, on va commencer à constater des premiers signaux. Donc, il y a des règles de base, toujours de l'eau, pas d'effort pendant les fortes chaleurs. Toujours une attention particulière aux chiens qui ont les museaux un peu écrasés parce que ils vont avoir une moins bonne ventilation que nous. Ne pas laisser son chien en voiture, c'est du b.a.-ba tout simplement, mais un chien, voilà, 20 degrés, 10 minutes, on est déjà à 30 degrés dans la voiture et c'est le cas le plus favorable. Donc un chien, en 10 minutes, il peut être mort dans une voiture, donc ne jamais le laisser dedans. Pour ceux qui aiment bien les grandes balades, vous vous méfierez toujours du macadam. Vous devez pouvoir poser votre main sur le macadam sans ressentir une sensation de chaleur. Si ça vous brûle, ça brûlera les pattes de vos chiens. Et alors la dernière, le tous à poil. Ça, c'est juste pour vous rappeler et pour vous bien mettre en valeur que les poils du chien ont une valeur isolante. C'est-à-dire qu'un chien qui est rasé, vous allez perdre toute la couche qui le protège du chaud. On pense souvent que c'est les poils qui font qu'il a chaud, mais c'est pas vrai. Le chien est un animal qui supporte pas très bien la chaleur parce qu'il ne peut pas transpirer parce que tout passe par la bouche, par le halètement, et les poils constituent un moyen de réguler cette chaleur. Donc vraiment, il faut absolument essayer d'éviter de raser les chiens, surtout en été. On peut épiler. Il y a des toiletteurs qui ont des souffleurs pour diminuer un peu le volume de poils, mais le rasage, c'est pas du tout une solution. Donc, premier conseil sur la chaleur. Rapidement aussi, vous rappelez les symptômes d'un coup de chaleur. Donc le coup de chaleur, typiquement, c'est une urgence vétérinaire. C'est un chien qui va avoir fait un effort sous une certaine température. Donc il va commencer par halter très fort. Il va un peu tituber, il va avoir du mal à marcher. Ma chienne, elle me l'a fait une fois, elle s'est allongée, enfin, elle pouvait plus tenir debout. Donc, vous allez avoir une élévation de la température. Si c'est pas tout de suite pris en charge, le chien va avoir des troubles de la coagulation, des troubles les vaisseaux vont se dilater, le sang va plus très bien circuler, il va coaguler dans les veines. Vous allez donc pouvoir avoir tout ce qui est saignement de nez, vomissement de sang. N'hésitez pas à regarder les babines aussi qui vont devenir congestionnées, vos lacets, et ça peut provoquer un état de coma. Donc tout de suite, si votre chien, si vous avez donc cet allaitement qui est très fort, ce chien qui veut plus bouger, qui mousse un peu au niveau de la bouche ou qui titube, on le prend tout de suite, on le met en zone ombragée. On essaie de le rafraîchir, alors on ne lui met pas des glaçons, on peut, si on n'a pas d'eau à disposition, pas de bac à disposition, prendre une bouteille d'eau et venir tamponner tout ce qui est du coup aussi le long du ventre, parce que les vaisseaux sanguins vont venir passer le long du ventre chez le chien. Donc soit le baigner, soit tamponner. On peut essayer de le recouvrir aussi d'une serviette jusqu'à ce qu'il redescende en température. Et ensuite veto, pour que lui puisse le réhydrater si besoin et vous prodiguer les bons conseils. Donc, idéalement, c'est de la prévention, donc pas faire d'efforts, connaître les limites de son chien et toujours être vigilant lors des balades ou lorsque vous faites une activité avec votre pollu.
Alors, la deuxième plaie de l'été ici, ou un peu partout d'ailleurs, ce sont les tiques. Alors, les tiques, elles sont vectrices de plusieurs types de maladies. Les deux principales, ou du moins celles qui sont les plus connues, c'est la pyroplasmose et celle de Lyme. La pyroplasmose, c'est une maladie qui est plus présente, alors qui n'est pas tellement présente dans le nord encore, qui est plus présente dans la seconde moitié de la France ou dans l'Est. Votre chien, typiquement, il va avoir une forte fièvre et être abattu et avoir un changement de couleur des urines. Donc sur des chiens qui sont un petit peu dynamiques, tout de suite, s'il y a eu des tiques, si le chien est apathique et s'il y a de la fièvre, c'est vitaux immédiatement. C'est une bactérie qui va se développer dans le sang, excusez-moi. S'il n'est pas pris en charge tout de suite, si le vétérinaire ne fait pas les injections nécessaires, votre chien il va mourir très rapidement. Et la deuxième maladie, c'est la maladie de Lyme, celle qui est plus connue ici, qui est un peu plus insidieuse parce que d'une durée d'incubation plus longue, qui va venir attaquer les muscles, provoquer une donc perte d'appétit et qui attaque les douleurs articulaires. Pour cette maladie-là, il faut... alors, plus on intervient tôt pour enlever la tique, le mieux ce sera parce que la tique étant présente dans l'estomac du chien, elle n'aura pas le temps de passer. C'est pour ça qu'il est toujours très important quand vous revenez de balade, donc de papouiller son chien, de bien vérifier qu'il n'y a pas de tiques qui sont présentes et plantées, un petit coup de brossage même pour essayer de détecter les tiques avant qu'elles se plantent et pour les éliminer. Et sinon, si on ne les a pas vues et qu'elles se sont plantées, on les retire à la passe à tique. Et on évite les dissolvants qui vont venir relâcher... qui vont venir faire en sorte que la tique se relâche et que le sang de la tique passe plus facilement dans le sang du chien si elle s'est plantée. Et alors, il est normal qu'il y ait une petite boursouflure une fois que vous avez retiré la tique. Par contre, si ça devient de plus en plus gros, noir et fortement violacé, ça peut être un signe de la maladie de Lyme. On peut l'emmener chez le véto. Mais une petite boursouflure, c'est normal. Je ne parlerai pas ici des moyens préventifs. Pourquoi? Parce que en général, vous connaissez, et parce que certains sont plus ou moins contestés à base de pesticides. Donc là, je préfère vous laisser faire votre choix. Dans tous les cas, c'est examen systématique après le retour de balade. Le troisième grand danger sur lequel je veux vous alerter, et sur lequel j'ai eu beaucoup de soucis, c'est les épillets. C'est là-dessus aussi que je ferai les medical training, parce que c'est vraiment insidieux. Moi, je les ai eus deux fois dans les pattes et une fois dans l'aine. Vous allez avoir un chien qui va commencer à se lécher la patte. Vous n'allez rien voir, hein. Il y a les poils, il sèche la patte, puis après, ça va commencer à enfler. Et vous pouvez avoir un petit bazar qui va dépasser 2 mm. Et puis quand vous allez le retirer, vous allez retrouver un machin qui fait 2 cm. Donc typiquement, vous avez une boursouflure. Et une fois que vous avez rasé tout autour, vous avez une petite entaille, un tout petit trou de quelques millimètres dans laquelle l'épillé s'est glissé. Donc l'épillé, c'est une saloperie. Pourquoi? Parce que ça remonte. C'est-à-dire qu'il va se glisser dans la peau du chien et il va remonter. Donc on peut l'avoir dans les pattes, dans les oreilles. Donc là, le chien, il va se secouer la tête, il va se gratter la tête, il peut l'avoir dans les yeux avec un risque de perforation de la cornée. Il peut l'avoir dans les narines aussi. Donc à partir du moment où vous avez fait une balade, où vous commencez à avoir un œil qui pleure, le chien qui se gratte l'oreille systématiquement, un écoulement nasal, veto. Veto parce que je peux vous garantir que pour aller les récupérer, c'est pas drôle. Et donc, en termes de prévention, si on peut éviter que le chien court dans les champs ou dans les prés, tant mieux. Un autre truc qui est très important, et c'est dommage, j'ai jeté mon brossage de Mako. Un truc qui est très important, c'est l'entretien du pelage. Parce que les épillets vont venir se mettre dans les bourres. Alors, pas grand-chose, hein. Mako, il y a 2 jours, il avait une petite bourre qui devait faire 2 cm. Je l'ai retiré et dedans, j'avais 3 épillets.
Donc les épillets, pour l'instant, il n'y avait pas de souci. Ils étaient encore dans la bourre, ils n'étaient pas rentrés dans la peau. Oui, sauf qu'à force de marcher et de frotter, ces trucs-là, ça peut même rentrer dans les aisselles. Donc c'est pareil, on brosse son chien, on vérifie, et du coup, il faut être capable de le manipuler de partout pour pouvoir vérifier que vous n'avez pas ces petits épillets qui se sont glissés. Alors ça, c'est plus si vous partez en vacances, si on a le droit de partir à plus de 100 km, hein, les chenilles processionnaires. Alors, on a des chenilles chez nous, hein, c'est pas parce qu'on a quelques chenilles dans notre jardin, 2 ou 3, que c'est forcément des chenilles processionnaires. Les chenilles processionnaires sont aussi appelées chenilles urticantes. Elles vont faire des gros groupes. C'est pour ça que je voulais absolument mettre cette photo-là. Le tronc en est recouvert. Donc une chenille processionnaire, ça se déplace en procession, ça fait des longues files ou des longs placards, et quand vous voyez ça sur un arbre, vous rattachez votre chien et vous fuyez. Pourquoi? Parce que leurs poils sont urticants et ça va nécroser. C'est-à-dire que votre chien, s'il met sa truffe ou sa langue dessus, d'abord ça va lui faire mal, du coup il va se lécher, il va mettre des poils partout, et s'il n'est pas très très rapidement amené chez le véto, c'est œdème et nécrose. Et un chien qui n'a plus de langue, bah, il ne peut plus manger, donc il ne peut plus vivre. C'est vraiment une saleté. Donc ça, c'est une chenille, c'est un placard de chenilles urticantes. Un autre signe que vous pouvez, qui peut être détecté, c'est les pièges à chenilles urticantes. Si vous voyez ces sortes de sacs poubelles accrochés à des pins, je crois qu'il y en a aussi sur les chênes. Ça veut dire chenille processionnaire, c'est pareil, soyez vigilants, raccrochez le chien. Si par malheur, votre chien a eu un souci a eu un contact avec une chenille processionnaire, il n'y a plus qu'à rincer. Vous évitez d'y mettre les mains parce que si vous le touchez, vous allez avoir la même réaction. Donc idéalement des petits gants latex ou des gants. Donc on rince tout ce qu'on peut. Et en urgence chez le véto, qui pourra réussir à le sauver à base d'anti-inflammatoires, voire d'antihistaminiques. C'est pour ça qu'il faut être vachement vigilant. De mémoire, elles sont arrêtées au au sud de Paris. Et il y en a aussi en Alsace. Donc on est vraiment l'une des dernières régions à pas en avoir. Alors ça, c'était plus pour faire mon jeu de mots sur les 7 plaies d'été. Juste petit rappel, l'eau de mer est irritante pour nos chiens, donc ça veut dire qu'après il faut les rincer à l'eau douce. Pour les balades dans les marais, on se méfie des crapauds, puisque certains peuvent avoir des poisons toxiques sur leur dos, même s'ils sont morts. Et si vous allez en vacances, n'hésitez pas à vous renseigner sur la qualité des plans d'eau, puisque certains peuvent avoir une qualité bactériologique insuffisante, ou peut y avoir des bactéries dedans qui peuvent pareil provoquer la mort du chien assez rapidement. Et alors celui-là, l'un des plus importants dans les dangers de l'été, c'est l'instinct de prédation. Alors pourquoi il est là? Parce que il est là tout le long de l'année, mais vous aurez bien remarqué qu'en ce moment les bébêtes ressortent, qu'en plus après 2 mois de confinement, il y en a partout. Et donc, on a un risque accru de perdre son chien dans les champs, tout simplement. Alors, le chien, ça reste... Alors, ça a beau naître... ça peut être pour certains nos enfants. Ça reste malgré tout un animal. Et un animal, ça a des comportements prédéterminés. Typiquement, la séquence de prédation, c'est quelque chose d'inné. Ça va venir commencer à se développer à partir de 6 mois. Donc après, il y a différents chiens il y a certains chiens qui vont avoir juste la séquence de pistage et qui vont se mettre à l'arrêt, typiquement les chiens d'arrêt. Vous avez les chiens de berger qui, eux, vont venir chasser et troupeauter. Et puis, vous avez certains chiens qui vont chasser et d'autres qui vont aller jusqu'à la morsure. Donc, vous avez vraiment différentes séquences de prédation. Le seul point commun, c'est que c'est un comportement qui s'auto-renforce. C'est-à-dire que si vous perdez votre chien une fois, vous êtes sûr que ça lui a plu et donc que vous avez plus de chances que ça recommence. Du coup, à la base, il faut absolument
travailler énormément le rappel quand ils sont petits. On l'a vu ensemble, donc toujours quand le chien revient au maître, toujours récompenser la voix, le jouet, la nourriture. On peut récompenser systématiquement pendant 1 an, c'est pas gênant. Si ça peut vous éviter d'avoir un souci avec l'instinct de prédation, c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez commencer à distribuer 1 fois sur 2 pour pouvoir, pour que vos chiens n'aient pas l'habitude, sachent que pour qu'on puisse commencer à ne plus avoir de friandises. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous donnez à chaque fois que le chien revient un petit bout de saucisse pendant 6 mois que le chien aura toujours besoin de son bout de saucisse. Au contraire, il associera le retour au maître à toujours du plaisir. Si le chien a été un peu long à revenir, c'est pareil, on ne crie pas dessus, on le félicite. Alors je sais, c'est pas évident, mais c'est vraiment essentiel. Et si vous commencez à sentir vers 6 mois qu'il a des petits instincts de prédation ou que vous perdez son attention, il n'y a aucune honte à raccrocher, à remettre une longe pendant quelques mois, le temps que ça passe. L'idée, c'est vraiment que si le chien prend l'habitude de chasser, ça va vraiment être difficile après de l'oublier. Quelque chose qui est aussi très utile. Donc, vous avez travaillé le rappel. Vous pouvez demander à votre chien, vous pouvez lui apprendre le tu laisses, les autocontrôles. Donc, tu laisses par rapport à, une nourriture appétante, lui apprendre à laisser la croquette qu'on lui présente et une fois qu'il l'a laissée, lui proposer un bout de saucisse plus appétant pour le récompenser. Donc, ces autocontrôles, une fois qu'ils sont acquis à la maison, vous allez aussi pouvoir les utiliser en balade. Autre exemple du tu laisses, par exemple, si vous lancez son jouet préféré, le chien doit être capable de rester en statique, vous le récompensez en statique et d'avoir son ordre de libération. On peut travailler le tu laisses ainsi, ce qui permettra, quand votre chien se met en alerte sur un gibier ou sur un chat, de lui demander le tu laisses, tu continues, tu reviens à moi. Voilà, il faut vraiment être vigilant en balade, voir quand votre chien peut partir pour pouvoir le rappeler ou lui demander de laisser. Une des choses qui peut être aussi utile pour les chiens qui ont une forte prédation, c'est de limiter tout ce qui est jeu d'excitation, jeu de balle. Alors je ne dis pas qu'il faut plus jouer à la balle, je dis juste qu'il ne faut pas lasser la balle une vingtaine de fois pour que le chien en devienne fou et tourne et tourne et tourne. On peut lancer 2-3 fois, mais le chien doit être capable de revenir au calme. Voilà, il n'y a pas énormément, il n'y a pas de miracle. C'est vraiment du travail de longue haleine. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des chiens ou des jeunes chiots, ça permet tout de suite de vous renforcer votre lien et votre attachement tout de suite. Et le fait de ne jamais punir et de toujours renforcer lorsqu'ils reviennent, c'est vraiment une des bases pour le rappel et pour limiter cet instinct de prédation. Voilà. Donc je pense que j'ai pas été trop longue, théoriquement, et que j'ai pas dépassé mon temps de parole. Maintenant qu'on a fait le tour de ces différents dangers, ce qu'on peut voir, c'est que, alors, toujours de l'eau en balade, que ce soit pour le rafraîchir, pour lui donner à boire, pour le rafraîchir ou pour rincer en cas de problème. Et ensuite, on retrouve l'examen minutieux une fois qu'on revient de balade. Examen minutieux quand on revient de balade. Qui dit examen minutieux dit medical training. Je voudrais vous montrer un exemple de medical training. Alors, vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo et la tenue de la bonne femme. Attendez que je les retrouve. Et ça va nous permettre de boucler avec ce qu'a dit Anna. Est-ce que vous voyez maintenant la vidéo? Alors forcément, comme vous avez tous le micro coupé, vous ne pouvez pas répondre. Olivier?
Ouais, on voit effectivement la vidéo en fait en page. Ok, nickel. Alors par contre, elle fonctionne. Enfin, t'es avec la Treat and Train là? Ouais, Ok, d'accord. Donc elle est pas encore en route, hein. Par contre, on est juste en fixe, hein. là, de toute façon, j'ai pas démarré la vidéo. D'accord, ok, je te laisse faire. Alors, donc là, l'idée, c'est que, alors, la TT. Alors, moi, j'ai pris une TT pourquoi? Alors, ça, en fait, ce truc-là, c'est juste un distributeur de récompenses. Ça, c'est un distributeur de récompenses. Moi, ce que je veux, là, c'est habituer ma chienne à se laisser manipuler les papates pour aller voir s'il n'y a pas d'épillets entre les deux. Et j'ai pris la Treat and Train aussi parce que comme elle a souvent des crevasses sur les pattes, je veux pouvoir lui mettre de la crème sur les coussinets et distribuer des friandises avec de la crème sur les mains, c'est pas drôle. Donc j'utilise un distributeur de friandises où j'ai qu'à cliquer sur un bouton. Voilà pourquoi le pourquoi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'habituer vos chiens à toute manipulation avant. Donc là, ce que je veux, c'est que ma chienne, alors il y a déjà 30 secondes où c'est pas très intéressant, je veux qu'elle me donne sa patte d'elle-même. Et quand elle me donne sa patte, elle a à manger, tout simplement. La patte, hop, je clique, elle a à manger. Ça fait déjà 30 secondes que je fais ça. Alors, ce qui est dommage avec la vidéo, c'est que vous ne voyez pas, mais sa queue, la chienne n'est pas tout à fait à l'aise. Elle est un tout petit peu entre ses jambes. Hop, donc on va y aller progressivement. La chienne donne la patte, on regarde un petit peu. Et là, elle a déjà un début de défense. Hop. Est-ce que vous avez vu le signal d'apaisement? C'est ça que je veux que vous regardiez. Hop. Qu'est-ce qu'a fait ma puce là? Là, donc elle a déjà du mal à me donner sa patte. Et là, il est où le petit truc? Non. Elle va le refaire juste après. Redonne-moi ta patte. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu? La puce, elle tire la langue. Elle se lèche. Alors c'est furtif, hein. Mais elle commence à se lécher le bout de la truffe. Elle l'a fait 2 fois là. Elle a tiré 2 fois la langue. Et donc, alors, l'idée de cette petite vidéo, c'est d'une part, apprenez à vos chiens à se faire manipuler. Donc, c'est pas compliqué. D'abord, on demande de mettre la patte, on donne la bouffe. Très court. La chienne est à l'aise, elle donne la patte sans souci. Et au fur et à mesure de la vidéo, on va venir, et au fur et à mesure de la séance, on va venir lui demander un peu plus. Temps de contact plus long dans la main, et à la fin de la séance, on va venir trifouiller entre les coussinets. Et juste pour boucler avec le travail d'Anna, vous devez absolument écouter votre chien. C'est-à-dire que quand elle va commencer à avoir ce petit bout de langue qui passe sur sa truffe, là voilà, vous l'avez vu, eh ben, on ne va pas faire durer la séance. J'ai dû refaire 2-3 fois après et on a arrêté. C'est très important ce type de travail parce que c'est ce qui va vous permettre de préparer votre chien à aller chez le veto, d'avoir un chien qui va être pas trop mal à l'aise. Je fais ça avec mon cocker, il n'y aura aucun souci parce que lui, c'est pas le même type de chien. Mais du coup, ça se travaille. Les pattes, les yeux, la bourre, la manipulation. Travaillez-le chez vous pour qu'ensuite, si vous avez les petits soucis de l'été, vous soyez pas mal pris et que ça ne tourne pas en conflit. Voilà, c'était juste ça. Et écoutez votre chien. Quand le chien montre des signes, montre les signes qu'il est mal à l'aise, sachez le lire et sachez arrêter. 1 minute, c'est déjà beaucoup pour un travail de chien. Plusieurs petites séances dans une journée. Un travail fractionné, c'est ce qui vous permettra de progresser tout en ayant un chien qui est consentant et à l'aise. Voilà. Et j'arrêterai là-dessus. Hop, j'arrête le partage d'écran si j'y arrive. Et je ne sais pas arrêter le partage d'écran. Ça y est. Alors, quand su, peut-être que ça prend un petit peu de temps après derrière. C'était très complet. Je vous remercie toutes les deux, Anna et Audrey, pour le travail que vous avez fait en préparation donc de ces interventions. Effectivement, voilà, les vidéos vont être remises effectivement sur la chaîne
YouTube derrière, vous pourrez les revisionner ou visionner pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir les interventions. Et après, c'est simple, hein, effectivement, l'une et l'autre ont bien amené en fait les choses, et il faut bien en fait penser à une chose, c'est que vous allez vous balader, vous allez quelque part, vous allez au resto, j'en passe et des meilleurs. Pensez à prendre le strict nécessaire pour votre chien. Minimum sa gourde, ça laisse son collier, etc. Mais il y a peut-être la petite trousse à pharmacie qui peut être aussi prise. Voilà. Qu'on peut laisser ou dans la voiture ou qu'on peut avoir dans le sac à dos pendant la balade, qui est composée en fait de plusieurs choses, hein. Ça existe, mais une petite couverture de survie, ça prend pas de place. C'est une pince à tique qui peut être aussi nécessaire pour une petite brosse, un petit peigne avec assez fins pour pouvoir en fait brosser rapidement s'il y a besoin. Enfin voilà, en tout cas, des choses qui peuvent nous permettre d'intervenir rapidement, le cas échéant. En tout cas, sans remplacer le vétérinaire, mais en tout cas pour protéger le chien, le temps effectivement, soit de le soigner pour ce qui est d'un tic, soit pour effectivement l'amener au vétérinaire. Olivier, Oui, pardon. dans la trousse à pharmacie, j'ajouterais, n'hésitez pas, alors ça prend rien du tout comme place, mais 2-3 compresses et une bande compressive. Ouais. Vous savez, les bandes auto-élastiques, parce que l'ouverture de coussinet au milieu d'une rando de 2 heures, c'est pas drôle. C'est ça, parce que porter le chien qui fait quelques kilos en fait sur 1 km ou 10 km, c'est pas pareil. Vous allez voir que le poids, bizarrement, en fait, il fait plus 10 kilos à la fin, hein, et ça peut être plus lourd. Non, mais en tout état de cause, effectivement, juste avec plaisanterie, mais pensez à ces petites choses-là autant qu'on peut le faire pour soi-même. Et puis voilà, après, voilà, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, de toute manière, au pire, si la gourde du chien est vide, ben, il aura mon eau. Moi, je sais tenir. Lui, il sera moins bien tenir. Donc, ben, on sacrifie son eau peut-être quelquefois au chien. Pour éviter, encore une fois, ce que disait aussi Audrey, c'est que plutôt que d'aller boire dans les sources naturelles qui peuvent être aussi infectées, on évite effectivement comme ça aussi que le chien aille laper là où il n'y a pas besoin, hein. Tout ce qui est eau stagnante, les mares ou même quelquefois simplement les flaques d'eau qui sont restées quelquefois plusieurs jours, ou quelquefois des rats ont pu peut-être faire uriner dedans, hein. Ça évite aussi des problématiques. J'avais noté aussi quelque chose. Oui, dans les 7 plaies de l'été, il y a aussi, selon les régions, pensez aussi aux vipères, hein. Il y a peut-être ce petit serpent là, tout sympa, qui peut aussi avoir son impact, parce que autant ça peut être douloureux chez nous et on a un petit peu de temps pour réagir. Chez le chien, en fait, ça va beaucoup plus vite, hein, la circulation du sang. Conseil après pour son chien quand il s'échappe dans les champs, si éventuellement ça vous arrive, je vous garantis, ça arrive à tout le monde, même à des éducateurs. Donc, ben, il n'y a pas 36 solutions, hein. Portez de la voix quand même autant que vous pouvez. Vous avez peut-être un sifflet, quelque chose qui porte assez loin, parce que la voix, quand vous avez des champs comme il existe aujourd'hui dans le nord de la France ou dans la Marne ou ailleurs, je regarde, le chien, s'il est à l'opposé du champ, vous pouvez toujours crier, il vous entendra pas, sachant en plus qu'il est peut-être sur des pistes, hein. Donc, siffler, enfin tout ce qui peut en fait faire beaucoup de bruit, pour juste vous localiser un petit peu. Ça l'aidera peut-être à revenir, hein, puisque là, il n'a plus de référence du tout en visuel quand il est dans un champ comme ça de colza ou quelque chose qui est beaucoup plus haut que lui, le maïs par exemple aussi en fait en automne. Donc, et dans l'idée, eh bien, dans ces cas-là, vous attendez à l'endroit où vous avez perdu le chien, où vous pensez l'avoir perdu. Ça vous permettra peut-être qu'éventuellement il revienne à l'endroit plus ou moins où il s'est barré, quoi. Voilà, tout simplement, hein. Alors c'est pas une condition sine qua non, hein. Ça n'arrive pas forcément toujours, mais en tout cas en général ils reviennent plus ou moins à l'endroit où ils vous ont quitté, hein. Voilà. Et puis si possibilité, ou si vous êtes plusieurs, pendant ce temps-là, il y en a un qui fait le tour du champ, et puis on espère en fait pouvoir le retrouver à une autre sortie, quoi. Et un truc qui est super aussi, c'est le collier gravé ou la médaille. J'en Oui. avais pas avant, mais pour avoir perdu Mako une fois, et ben ils ont eu tous les deux des médailles. Parce que quand la bonne femme qui l'a retrouvé m'a dit « Et je vous appelle comment ?» Bah, je sais pas, il n'y a rien sur le collier. Ouais, d'accord. Ouais. Bah, la puce, effectivement, est indispensable si les gens pensent à ramener le chien en fait chez le veto ou ailleurs. Mais effectivement, on n'a aucun moyen d'autre de lecture en tant que particulier. Donc, le collier, alors, j'ai toujours une appréhension sur le collier de peur qu'en fait le chien s'accroche quelque part, qu'il reste bloqué. Mais c'est une bonne idée quand même, de toute façon, à la base, d'avoir effectivement sa petite médaille, quoi. Voilà.
ou gravés, n'importe, hein. Ils font des collets en biotane qui se gravent super bien maintenant. Bah, disons on a de moins en moins de tatouages. Mm. Forcément, pour un particulier, à la lecture, c'est compliqué, hein. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, encore un grand merci. Merci pour vos attentions à toutes et à tous. S'il y a des questions, bah, on est là. Moi, je veux juste rajouter un truc, Olivier. Oui, Lucie. Hier, je suis allée promener un de mes chiens à côté de chez mes parents, donc à côté d'Amiens, et il y avait des chenilles processionnaires. Donc, c'est pas si loin que ça. Et du coup, mes parents habitent à Salleux, donc juste à côté d'Amiens. Et il y avait tout un chemin que je connais depuis que je suis gamine, en fait, qui était sympa. Je me suis dit, bon, on va faire un tour avec le chien par là. Et en fait, j'arrive, et en fait, chenilles processionnaires. Donc, du coup, demi-tour, mais c'est pas si loin que ça de chez nous, quoi. Donc, mes parents à Amiens, c'est même pas une heure, quoi. Donc, du coup, voilà, il y en a plus près que ce qu'on pense, en tout cas. Est-ce que tu as bien identifié la chenille processionnaire? Parce que... Ah bah de toute façon, moi je suis pas allée jusqu'au truc du... Enfin, tu voyais sur l'arme qu'il y avait des tas comme Audrey montrait, mais de toute façon, ça a été identifié par la commune comme quoi il y en avait. Ah, d'accord. Donc du coup, clairement, c'était vraiment Enfin, c'était marqué en grande pancarte, attention, n'allez pas plus loin ou soyez vigilants, il y a des chenilles processionnaires. Et il y avait tout un descriptif, j'aurais dû le prendre en photo d'ailleurs, tout un descriptif sur comment elles sont, comment ça se développe, comment ça se passe, machin. Donc du coup, je suis même pas allée chercher plus loin. J'avais Pongo avec moi, donc j'ai dit je fais demi-tour et voilà. Donc en tout cas, c'est pas si loin que ça, il y en a en tout cas. D'accord, ça commence véritablement à remonter. Bon. Ok, ça par contre, ça va devenir vraiment une plaie parce que c'est une catastrophe avec les conséquences que Audrey vous a décrites tout à l'heure. C'est vraiment pas beau à voir, quoi. Donc faites-y bien attention et surtout si vous en voyez, n'hésitez pas à remonter l'information effectivement très rapidement parce que les services, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, si ce n'est qu'effectivement mettre des pièges. C'est les seules choses qui sont en fait aujourd'hui mises en place pour récupérer ces chenilles, malheureusement dans des sacs, comme vous l'a montré Audrey en photo, pour les éradiquer. Mais on voyait comme quoi on n'y parvient pas, c'est que les chenilles arrivent à remonter aussi loin qu'on peut les voir maintenant à Amiens, quoi. Voilà. Du coup, en fait, pour toutes celles et ceux qui veulent poser des questions, c'est à vous. Je vous laisse la parole aussi, n'hésitez pas. Et puis, on est là pour y répondre, bien sûr.